Pour rompre le silence pesant de mon ranch du Montana, j'ai commandé une épouse par correspondance. Mais quand le train s'est arrêté, ce qui est descendu n'était pas la femme de la photo. C'était une géante, et mon monde s'est mis à trembler. Le silence ici, ce n'est pas juste une absence de bruit. C'est une chose vivante, épaisse. Ça pèse sur vos épaules quand vous réparez une clôture sous le soleil de plomb du Montana. Ça s'infiltre dans les lattes de bois de la maison la nuit. Ça vous rappelle constamment que vous êtes seul. Je m'appelle Caleb, j'ai 34 ans et ce ranch est toute ma vie. Mon père me l'a laissé et son père avant lui. Des générations de Callahan's ont usé leurs mains sur cette terre, ont regardé le soleil se lever et se coucher derrière les Rocheuses. Mais ils l'ont fait à deux. Moi, depuis la mort de mes parents il y a 5 ans, je le fais seul. La solitude, au début, c'est comme un vieil ami, on s'y habitue. On parle à son cheval Rusty, on commente la météo aux vaches, on prend ses repas face à une chaise vide sans même y penser. Et puis un jour, ça change. Pour moi, c'est arrivé un mardi. Je remplaçais un poteau de clôture près de la route de gravier. Une voiture est passée, soulevant un nuage de poussière. Dedans, il y avait les Miller du ranch voisin. Le vieux Tom conduisait, sa femme Martha à côté, et leurs 2 gamins se chamaillaient sur la banquette arrière. Ils m'ont fait un signe de la main, un grand sourire, et ils ont continué leur route. Et en les regardant disparaître, une boule dure s'est formée dans ma gorge. Ce n'était pas de l'envie, c'était un constat, froid et brutal. Ma vie était vide. Mon écho était la seule réponse à ma voix. Cette nuit-là, la maison m'a paru plus grande, plus froide. Le grincement du plancher semblait se moquer de mes pas solitaires. C'est là que je me suis souvenu du catalogue. Un vieux magazine usé trouvé dans une malle au grenier datant de l'époque de mon grand-père. Épouse par correspondance des plaines de l'Ouest. À l'époque, ça m'avait fait sourire, une relique d'un autre temps. Mais cette nuit-là, l'idée n'avait plus rien d'amusant. C'était une solution. Une solution pratique, comme acheter une nouvelle charrue ou une botte de foin de meilleure qualité. Je ne cherchais pas l'amour des poèmes, je cherchais une paire de mains supplémentaires et un peu de chaleur humaine pour chasser le froid des longues nuits du Montana. J'ai trouvé une annonce plus moderne dans un journal agricole, une agence à Chicago. Ça semblait plus sérieux. J'ai rempli le formulaire avec la même application que je mettrais à déclarer mon bétail. Homme, 34 ans, propriétaire d'un ranch de 500 hectares, non-fumeur. Cherche femme honnête et travailleuse, désireuse de fonder une famille et de partager une vie simple à la campagne. J'ai joint une photo de moi, maladroite, prise par le vieux shérif. J'y avais l'air aussi rigide que le poteau de clôture que je venais de planter. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. L'écriture était fine, un peu penchée. Elle venait d'une femme nommée Ania Petrova. Elle disait venir d'un petit pays d'Europe de l'Est dont je n'arrivais même pas à prononcer le nom. Ses lettres étaient simples, directes. Elle parlait de sa vie dans une ferme collective, de son désir d'un avenir meilleur, d'une famille à elle. Elle disait aimer les animaux et ne pas avoir peur du travail. Chaque phrase semblait répondre parfaitement à la description que j'avais donnée. C'était presque trop beau pour être vrai. Sur la photo qu'elle m'avait envoyée, elle était assise sur une chaise en osier, un chat sur les genoux. Elle avait de longs cheveux blonds tressés et un sourire timide. Elle avait l'air normale, douce, peut-être un peu frêle, mais je me suis dit que l'air du Montana lui ferait du bien. Après 3 mois de correspondance, nous avons pris la décision. J'ai envoyé l'argent pour le billet de train. La date était fixée, le 15 juin, le jour où ma vie allait changer. La semaine précédant son arrivée a été la plus étrange de ma vie. J'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai même acheté des rideaux neufs pour la chambre d'amis qui deviendrait la sienne. J'ai surpris mon propre reflet dans le miroir en train de m'entraîner à sourire. C'était ridicule. J'étais aussi nerveux qu'un adolescent à son premier bal. La moitié de la ville de Pinedale est au courant. Les nouvelles voyagent vite quand il n'y a qu'une seule rue principale. Quand je suis allé chercher du grain chez Anderson, le vieux me lança un regard en côte. « Alors, Callahan, prêt à passer la corde au cou? » J'ai grogné une réponse et je suis parti, les joues en feu. Le 15 juin est arrivé. Le ciel était d'un bleu éclatant, sans un nuage. J'ai mis ma meilleure chemise, celle que je ne porte que pour Noël et les enterrements.
J'ai même envisagé de mettre un peu d'eau de Cologne de mon père, mais j'ai renoncé. L'odeur de la naphtaline était trop forte. J'ai conduit mon vieux pick-up jusqu'à la gare, qui n'est en fait qu'un quai en bois et un petit abri. J'avais les mains moites sur le volant. Et si, et si, et si on ne se plaisait pas? Et si elle détestait le ranch, le silence, moi? Le sifflet du train a retenti au loin, un son plaintif qui a déchiré le calme de l'après-midi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le train est entré en gare dans un fracas de métal et de vapeur. Les freins ont crissé et la machine s'est immobilisée. J'ai scruté les fenêtres, cherchant un visage familier. Une famille avec des enfants est descendue, puis 2 vendeurs en costume. Mon regard balayait la foule, mais aucune trace d'Anya. La panique a commencé à me glacer les veines. Et si elle n'était pas venue? Si tout ça n'était qu'une arnaque? J'ai senti les regards des quelques curieux sur le quai. Le chef de gare a crié « En voiture !» Les portières ont commencé à se fermer. C'était fini. J'étais un idiot. Je me suis retourné pour partir, le cœur lourd de déception et d'humiliation. C'est alors qu'une dernière portière tout au bout du train s'est ouverte avec un grincement. L'ouverture était plongée dans l'ombre. D'abord, une botte est apparue. Une botte de travail en cuir, usée, mais d'une taille que je n'avais jamais vue. Elle s'est posée fermement sur la première marche. Puis une deuxième. Puis une silhouette a commencé à s'extraire du wagon. Elle a dû se pencher profondément, sa tête touchant presque le haut du cadre de la porte. Une fois sur le quai, elle s'est redressée, lentement, et elle a continué à se redresser. Mon cerveau a eu du mal à traiter l'information. La femme qui se tenait devant moi n'était pas la femme frêle de la photo. Elle était grande. Non, ce n'est pas le bon mot. Elle était immense. Elle devait bien faire 2 têtes de plus que moi, et je suis loin d'être petit. Ses épaules étaient larges comme celles d'un puceron. Ses mains, qui tenaient une simple valise en carton, auraient pu faire 2 fois les miennes. Elle a balayé le quai de son regard, ses yeux bleus cherchant quelque chose, quelqu'un. Son regard s'est posé sur moi. Le sourire timide de la photo a apparu sur son visage, mais à cette échelle-là, il semblait occuper la moitié du quai. Elle a fait un pas dans ma direction, le plancher en bois a gémi sous son poids. D'une voix douce et étonnamment fluette pour sa stature, elle a prononcé mon nom avec un fort accent. « Caleb? » Autour de nous, le silence était devenu total. Même le bruit du moteur du train semblait s'être tu. Tous les regards étaient fixés sur elle, puis sur moi, puis de nouveau sur elle. Mon cœur n'a pas fait un bond. Il s'est arrêté de battre, tout simplement. La femme de la photo était là, mais la réalité était une version géante, démesurée de mes attentes. Et elle venait de m'appeler par mon nom. Elle était mon épouse par correspondance. Ma gorge était sèche comme le lit d'une rivière en plein été. Chaque parcelle de mon cerveau criait « Fuis !» mais mes bottes étaient clouées au plancher du quai. Les murmures des autres voyageurs et des quelques habitants de Pindell qui traînaient là me parvenaient comme un bourdonnement d'insectes. C'était le regard du vieux Henderson, le propriétaire du magasin général, qui me transperçait le plus. Un mélange d'incrédulité et de pitié amusée. Il allait s'en donner à cœur joie pendant des semaines. Le grand Callahan et sa géante. Je pouvais déjà entendre les ricanements au saloon. J'ai réussi à déglutir, le son rauque dans le silence. J'ai hoché la tête, un mouvement saccadé, rigide. « Anya, c'est moi, Caleb. » Les mots sont sortis comme des cailloux. Elle m'a offert un autre de ces sourires immenses, un sourire qui, malgré tout, semblait sincère et un peu nerveux. « Je suis heureuse de vous rencontrer, enfin !» a-t-elle dit. Sa voix était un paradoxe, une mélodie douce prisonnière d'un corps de titan. Le chef de gare, qui semblait enfin sortir de sa torpeur, a crié quelque chose à propos de mes bagages. Bagages? Elle n'avait qu'une seule valise, qui paraissait ridicule dans sa grande main, comme une boîte à déjeuner. J'ai pris la valise. Elle était étonnamment lourde, remplie sans doute de toute une vie compactée en quelques kilos. « Suivez-moi » ai-je grommelé, tournant les talons sans attendre de réponse. Je sentais son ombre me couvrir complètement, bloquant le soleil chaud du Montana. J'avais l'impression de marcher à côté d'un séquoia. Le trajet jusqu'à mon pick-up a été le plus long de ma vie. Chaque pas était une éternité sous le poids des regards. Le vrai problème s'est posé devant la portière du passager. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé l'espace exigu, puis je l'ai regardée elle. Une nouvelle vague de désespoir m'a submergé.
C'était impossible. Sans un mot, elle s'est pliée en deux, d'une manière qui semblait à la fois grotesque et gracieuse. Ses genoux sont montés jusqu'à son menton, sa tête a touché le plafond de la cabine. Elle était dedans. La suspension du camion s'est affaissée avec un gémissement plaintif. J'ai claqué la portière et j'ai fait le tour pour prendre ma place. Le silence dans la cabine était encore plus épais que celui du ranch. C'était un silence chargé d'attentes déçues, de mensonges et de l'odeur de la poussière de la route. J'ai démarré le moteur et le bruit familier du V8 a été un soulagement bienvenu. Pendant que nous roulions sur la route de terre qui menait au ranch, elle a regardé par la fenêtre. « Le Montana est grand », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire sec, sans joie. « Vous n'avez pas idée », ai-je répondu, et le silence est retombé, plus lourd qu'avant. En arrivant au ranch, j'ai vu ma maison, mon monde, à travers ses yeux. Ce qui m'avait toujours semblé solide et spacieux, la grange en bois rouge, la maison de 2 étages construite par mon grand-père, semblait soudain fragile, comme une maison de poupée. Elle est sortie du camion avec la même contorsion difficile et s'est redressée, le regard balayant l'horizon, les montagnes au loin. Il y avait une sorte d'admiration dans ses yeux, ou peut-être était-ce juste le reflet du ciel immense. « C'est ici », ai-je dit bêtement. Elle a hoché la tête. « C'est beau, paisible. » Je l'ai conduite à l'intérieur. Elle a dû se baisser pour passer la porte d'entrée. À l'intérieur, chaque grincement du plancher sous ses pas semblait être une plainte. Le plafond bas semblait la menacer. Je l'ai conduite à la chambre d'amis, la pièce que j'avais passé une semaine à préparer. Quand elle a vu le petit lit en fer forgé avec sa couette à fleurs neuves, une ombre est passée sur son visage. Le lit lui serait arrivé à mi-cuisse. Pour la première fois, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux. « Je peux dormir par terre », a-t-elle murmuré, « ou dans la grange, je ne veux pas déranger. » Ce soir-là, nous avons dîné en silence. J'avais préparé un ragoût, mon plat habituel. Je l'ai regardé manger. Ses gestes étaient lents, mesurés. Elle tenait sa fourchette avec une délicatesse qui contrastait violemment avec la taille de ses mains. Des mains puissantes, mais je pouvais voir des callosités sur ses paumes. C'étaient les mains d'une femme qui avait travaillé dur toute sa vie. La femme de l'annonce, la femme travailleuse que j'avais demandée, était bien là. Mais le mensonge de la photo était une blessure ouverte entre nous. Après avoir débarrassé la table, je me suis adossé au comptoir, les bras croisés. Je ne pouvais plus le garder pour moi. « La photo », ai-je dit, ma voix plus dure que je n'aurais voulu. Elle a baissé les yeux sur ses mains, posées sur la table en bois. « C'était moi », il a dit, « il y a 10 ans. » Elle a relevé la tête et son regard était franc, direct. Les gens, ils voient ma taille, Caleb. Ils ne voient rien d'autre. Ils voient un monstre, une curiosité. Personne ne veut épouser une curiosité. J'ai pensé, si vous appreniez à me connaître d'abord à travers mes lettres, peut-être que la taille n'aurait plus d'importance. Sa logique était simple, presque enfantine, mais elle m'a frappé en plein cœur. Parce qu'elle avait raison. Si j'avais vu une photo d'elle telle qu'elle était, j'aurais jeté la lettre au feu. J'étais furieux. Furieux qu'elle m'ait menti, furieux d'avoir été mis dans cette situation impossible, et peut-être, au fond, furieux contre moi-même d'être si superficiel. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je craché. La confiance, ça compte ici. Elle a simplement hoché la tête. Je sais. Si vous voulez que je reparte, je comprendrai. Je prendrai le premier train demain. Elle a dit cela sans colère, sans reproche, juste un constat, une acceptation résignée de son sort. Et c'est ça qui m'a désarmé. L'envoyer au loin, la renvoyer à la vie dont elle avait voulu s'échapper. Je ne pouvais pas. C'était ma responsabilité. J'avais payé son billet, je l'avais fait venir ici. Non, ai-je dit, la voix lasse. Vous restez, pour l'instant. Vous dormirez sur le canapé, on verra demain. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'entendais le moindre de ses mouvements dans le salon en dessous, le bruit doux de sa respiration, le craquement du canapé qui protestait sous son poids. J'étais piégé. À l'aube, j'ai abandonné l'idée de dormir. J'ai enfilé mes bottes et je suis sorti dans l'air frais et mordant du matin. Le travail m'attendait. Le travail était la seule chose qui avait un sens. Il y avait ce vieux poteau de clôture à la lisière du pâturage nord que je devais arracher depuis des mois. Le chêne était profondément enraciné, et même avec le treuil du camion, c'était une corvée d'une demi-journée. Alors que je me dirigeais vers la grange pour prendre mes outils, un mouvement a attiré mon attention. C'était Anya. Elle était déjà debout, près de la clôture en question. Elle portait une simple robe de travail et ses cheveux blonds étaient attachés en une longue tresse. Elle était dos à moi.
J'ai ralenti, me demandant ce qu'elle pouvait bien faire. Je l'ai vue se pencher. Ses larges épaules se sont tendues sous le tissu de sa robe. Elle a planté ses pieds fermement dans le sol. Puis, avec un grognement sourd qui a porté dans l'air silencieux du matin, elle s'est redressée. Mes yeux se sont écarquillés. J'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas possible. Le poteau de chêne, ce monstre de bois et de terre que j'avais prévu d'attaquer avec une machine, était dans sa main. La terre s'est arrachée autour de lui dans un bruit de succion. Elle le tenait sans effort apparent, comme un homme normal tiendrait un simple bâton. Elle l'a ensuite soulevé plus haut et l'a jeté sur le côté, où il a atterri avec un bruit sourd. Elle a ensuite essuyé la terre de ses mains sur sa robe et s'est tournée vers le poteau suivant. Je suis resté là, figé, la mâchoire pendante, mon café du matin se refroidissant dans ma main. Le soleil se levait à peine, jetant de longues ombres sur la vallée, et la scène devant moi avait quelque chose de surréaliste. Ce n'était pas juste de la force, c'était quelque chose d'autre. Une puissance brute, naturelle, que je n'avais jamais vue chez un être humain. Elle a arraché un deuxième poteau, puis un troisième, avec la même facilité déconcertante. Le travail qui m'aurait pris des heures avec des outils et de la sueur, elle l'accomplissait en quelques minutes avec ses mains nues. Elle ne m'avait pas vu. Elle était dans son monde, concentrée sur sa tâche. Il n'y avait aucune démonstration, aucune vantardise dans ses gestes. C'était juste du travail à faire, et elle le faisait de la manière la plus efficace possible. Je me suis reculé doucement, remontant vers la maison, le cœur battant à un rythme étrange. Ce n'était plus de la colère que je ressentais, ni de la pitié. C'était un mélange de stupeur et d'autre chose, une sorte de respect mêlé d'appréhension. Qui était cette femme? Quand je suis rentré dans la cuisine, l'odeur du bacon et du café fraîchement préparé m'a accueilli. Elle était là, devant la cuisinière, aussi étroite que dans le reste de la maison, mais elle se déplaçait avec une agilité surprenante. Elle a dû m'entendre entrer, car elle s'est retournée, un peu surprise. « Bonjour, j'ai pensé que vous auriez faim. » Sa voix était toujours aussi douce, et il y avait une pointe d'incertitude dans son regard, comme si elle s'attendait à ce que je la réprimande. Je me suis assis à table, muet. Elle a posé une assiette devant moi. Elle était pleine, plus pleine que n'importe quelle assiette que je m'étais jamais servie. 6 tranches de bacon, 3 œufs, une montagne de pommes de terre rissolées. C'était le petit déjeuner d'un homme qui s'apprêtait à abattre une forêt. Elle a ensuite rempli ma tasse de café. « J'ai vu les vieux poteaux », a-t-il dit simplement, comme pour s'excuser. Je pensais aider. Aider? Le mot est sorti comme un croassement. « Anya, tu as fait le travail d'une journée en 10 minutes. » Elle a haussé ses larges épaules. « Chez moi, les machines tombaient souvent en panne. Nous devions nous débrouiller. » Elle a baissé les yeux sur son assiette à peine remplie. « Je mange beaucoup. C'est pour ça que je travaille beaucoup. C'est juste. » C'était dit comme une évidence, une loi de nature. Il n'y avait pas de fierté, juste un fait. Les jours suivants se sont installés dans une routine étrange. Je me levais à l'aube et elle était déjà debout. Elle faisait le café, s'occupait des poulets et commençait une tâche avant même que j'aie eu le temps de lui en assigner une. Elle n'était pas seulement forte, elle était infatigable. Elle pouvait porter 2 balles de foie à la fois, une sous chaque bras, alors que j'avais besoin d'une brouette pour en déplacer une seule. Elle a réparé le toit de la grange qui fuisait, soulevant les lourdes poutres comme si elles étaient en balsa. Elle avait un sens inné de la terre, des animaux. Les chevaux, qui étaient généralement méfiants avec les étrangers, semblaient calmes en sa présence. Même Rusty, mon vieux cheval grincheux, la laissait lui gratter le museau. Nous parlions peu. Les repas étaient nos seuls moments de répit, des pauses silencieuses dans le rythme incessant du travail. Mais le silence n'était plus hostile, il était rempli de la présence de l'autre, de la fatigue partagée, du respect tacite pour le travail accompli. Je la regardais faire, je la regardais fendre du bois, chaque coup de hache précis et puissant, divisant les bûches en 2 seuls coups. Je la regardais s'occuper du jardin qu'elle avait insisté pour planter, ses grands doigts manipulant les semis délicats avec une tendresse infinie. Et lentement, très lentement, l'image du monstre de la gare s'estompait, remplacée par celle d'Anya, une femme incroyablement forte, incroyablement travailleuse et incroyablement seule.
Un soir, après une longue journée passée à rassembler un troupeau qui s'était échappé, nous étions assis sur le porche regardant le ciel virer du orange au violet. « Pourquoi le Montana ?» ai-je demandé, brisant le silence confortable. Elle a mis un certain temps à répondre, ses yeux fixés sur les montagnes lointaines. Dans les livres que je pouvais trouver, l'Amérique était toujours grande, des espaces ouverts, le ciel. Je voulais de l'espace, un endroit où je ne me sentirais pas comme une géante dans une boîte, un endroit où je pouvais respirer. Elle a pris une grande inspiration, comme pour prouver son propos. Ici, même moi, je me sens petite à côté des montagnes. C'était la chose la plus personnelle qu'elle m'ait dite, et ça me touchait. Pour la première fois, je ne voyais plus la tromperie de la photo. Je voyais la raison de cette tromperie. Ce n'était pas de la malveillance, c'était du désespoir. Le désespoir de trouver sa place dans un monde qui n'était pas fait à sa taille. La nouvelle de l'épouse géante de Callahan s'était bien sûr répandue comme une traîne de fouet. Chaque fois que je devais aller en ville pour des provisions, je sentais les regards et les chuchotements. Un jour, chez Henderson, alors que je chargeais des sacs de grains dans mon camion, un groupe d'hommes du saloon voisin s'était approché, mené par un grand gaillard nommé Butch, un rustret qui avait toujours cherché la bagarre. « Alors, Callahan, a-t-il dit d'une voix forte pour que tout le monde entende. Ses amis ont ricané. J'ai senti la colère monter en moi, chaude et rapide. J'ai serré les poings. « Ferme-la, Butch. » Il s'est approché, gonflant le torse. « Oh, je l'ai touché, le petit cow-boy. Dis-moi, elle te porte pour te mettre au lit le soir? » L'insulte était crasse, vulgaire. J'ai vu rouge. J'ai lâché le sac de grains et je me suis retourné pour lui faire face. J'étais peut-être plus petit que lui, mais d'années de travail au ranch m'avaient endurci. Mais avant que je puisse faire un mouvement, une ombre nous a recouvertes. Anya était là. Elle était venue en ville avec moi pour la première fois, restant dans le camion. Elle était sortie sans un bruit. Elle se tenait derrière Butch, le dominant de toute sa hauteur. Son visage était calme, impénétrable, mais il y avait une lueur froide dans ses yeux bleus que je n'avais jamais vue auparavant. Butch et ses amis se sont retournés, et leur rire est mort dans leur gorge. Ils ont levé les yeux, puis encore, pour voir son visage. Butch, qui quelques secondes auparavant jouait le coq, est devenu pâle. Il a reculé d'un pas. Anya n'a pas dit un mot. Elle a simplement tendu la main et a pris le pare-choc en acier de mon vieux pick-up. Avec un calme terrifiant, elle a commencé à le soulever. Le métal a gémi, les pneus avant ont quitté le sol. Elle a soulevé l'avant du camion de quelques centimètres, le tenant en l'air sans effort apparent. Puis, elle l'a reposé doucement, sans un bruit. Elle a ensuite regardé Butch droit dans les yeux, et elle a parlé. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait dans le silence de mort qui s'était installé. « Il est mon Harry », a-t-elle dit, son accent plus prononcé sous le coup de l'émotion. « Tu ne lui parles plus, jamais. » Puis, elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant immédiatement. « Nous avons tout ce qu'il nous faut, Caleb? Nous pouvons rentrer à la maison ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes montés dans le camion et sommes partis, laissant Butch et ses amis figés sur le trottoir, la bouche ouverte. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers elle. Elle regardait par la fenêtre, le visage serein. Elle venait de me défendre. Elle m'avait appelé son mari, et elle avait soulevé mon camion. Ce soir-là, alors que je réparais une bride dans la grange à la lumière d'une lanterne, elle est entrée. L'orage grondait au loin, une tempête d'été se préparait. Elle s'est approchée, semblant hésitante. « Caleb, le lit dans la maison, il est trop petit. » J'ai levé les yeux. « Je sais, Anya, je suis désolé, je... » Elle m'a interrompu. « Il y a beaucoup de foin propre et doux ici, dans le fenil. » Son regard était intense, presque suppliant. « C'est grand, spacieux, je pourrais y dormir là-haut. » Elle a fait un pas de plus vers moi, et l'air dans la grange est devenu électrique, chargé de la même énergie que l'orage qui approchait. Elle n'était qu'à un bras de distance maintenant, et j'ai réalisé pour la première fois que l'odeur du foin et de la terre qui l'entourait était l'odeur de ma propre maison. « Le canapé est mauvais pour mon dos », a-t-elle ajouté dans un murmure. « Et les nuits sont froides, même en été. » Son murmure s'est mêlé au premier roulement de tonnerre lointain. « Les nuits sont froides ». Ces mots ont résonné en moi, faisant écho à ma propre solitude. J'ai levé les yeux vers son visage, à peine éclairé par la lueur vacillante de la lanterne.
L'appréhension que j'avais ressentie à la gare avait complètement disparu, remplacée par une émotion nouvelle, une émotion que je n'osais pas nommer. C'était un mélange de gratitude, d'admiration et d'une étrange forme de protection. Je me suis rendu compte que je ne voyais plus sa taille, je voyais Anya. Je voyais la femme qui avait défendu mon honneur, qui travaillait à mes côtés sans se plaindre, qui remplissait ma maison et ma vie d'une présence solide et rassurante. « Le foin est pour les animaux, Anya », ai-je répondu doucement, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. J'ai posé la bride que je réparais. « Ma maison est ta maison. Tu ne dormiras pas dans la grange comme une bête des champs. » Je me suis levé et j'ai fait un pas vers elle. Pour la première fois, je n'ai pas été intimidé par notre différence de taille. « Demain, ai-je dit, nous irons en ville. Pas à Pinedale, nous irons jusqu'à Billings, nous trouverons le plus grand lit qu'ils aient, et s'il n'est pas assez grand, nous en ferons fabriquer un sur mesure, peu importe le prix. » Un lent sourire a illuminé son visage, un sourire authentique, sans la timidité que j'avais vue auparavant. C'était comme voir le soleil percer les nuages après la tempête. Des larmes ont brillé au coin de ses yeux, mais elle ne les a pas laissés couler. « Merci, Caleb », a-t-elle simplement dit. Le mot était chargé d'une émotion si profonde qu'il semblait contenir toutes les lettres qu'elle ne m'avait jamais écrites. Cette nuit-là, l'orage a éclaté avec une fureur typique du Montana. La pluie martelait le toit de tôle et les éclairs illuminaient la vallée par intermittence. Anya a dormi une nuit de plus sur le canapé, mais quelque chose avait changé. Le mur invisible entre nous s'était effondré. Le lendemain, comme promis, nous avons pris le camion pour Billings. C'était un long trajet, mais pour la première fois, le silence n'était pas pesant. Nous parlâmes. Je lui parlais du ranch, de mon père, de mes rêves simples. Elle m'a parlé de son village, de sa famille, de la nourriture qui lui manquait et de la sensation d'être toujours trop grande, toujours à part. À Billings, nous avions été un spectacle. Les gens se retournaient, chuchotaient. Mais je m'en fichais. Je marchais à côté d'elle, la tête haute. Quand nous sommes entrés dans le grand magasin de meubles, un vendeur s'est approché, les yeux ronds. « Puis-je vous aider ?» J'ai répondu calmement. « Nous cherchons un lit, le plus solide et le plus grand que vous ayez. » Nous avons fini par commander un lit sur mesure, un cadre en chêne massif renforcé avec un matelas spécial. Il serait livré dans 2 semaines. Sur le chemin du retour, Anya était radieuse. Elle tenait ma main. Sa main enveloppait la mienne complètement, ses doigts forts et chauds. C'était étrange, mais c'était juste. C'était bien. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus heureuses de ma vie. Nous travaillions ensemble, nous mangions ensemble, nous parlions ensemble. Nous avons commencé à construire une vie, pas seulement à partager un espace. Le jour où le lit est arrivé, c'était comme un jour de fête. Les livreurs ont eu du mal à le monter à l'étage. Une fois assemblé, il occupait presque toute la chambre. C'était un lit immense, magnifique, un lit fait pour durer, un lit pour fonder une famille. Cette nuit-là, Anya n'est pas allée dans la chambre d'amis, elle est entrée dans la mienne. Notre mariage n'a pas été célébré dans une église, mais dans le silence de notre ranch, sous le grand ciel du Montana. Notre union s'est scellée non pas par des mots, mais par le respect mutuel, le travail partagé et une affection qui a grandi, solide et profonde comme les racines d'un vieux chêne. Anya a apporté plus que sa force au ranch, elle a apporté la vie. Son rire, un son riche et profond, remplissait maintenant la maison, chassant les derniers fantômes de la solitude. Elle a planté des fleurs autour du porche, des tournesols qui semblaient vouloir rivaliser avec elle en hauteur. Elle a adopté un chien errant, un grand danois, qui pour la première fois ne semblait pas si grand à côté de quelqu'un. Les gens de Pinedale ont fini par s'habituer. Leur curiosité s'est transformée en respect à contre-cœur, puis en véritable admiration. Ils ont vu comment le ranch Callahan prospérait. Ils ont vu Anya travailler plus dur que n'importe quel homme qu'ils connaissaient. Ils l'ont vu soulever une vache coincée dans la boue, réparer un tracteur en panne, et surtout, ils ont vu le sourire sur mon visage. Butch ne m'a plus jamais adressé la parole, mais un jour, je l'ai vu, lui et ses amis, aider Anya à décharger un chargement de bois sans qu'elle ait rien demandé. 1 an plus tard, par une matinée de printemps clair, Anya est venue me trouver dans la grange. Elle était nerveuse, ce qui ne lui ressemblait pas. « Caleb », a-t-elle commencé, tordant un bout de son tablier dans ses grandes mains. « Je crois que le lit sur mesure va devoir être encore plus solide. » J'ai froncé les sources, ne comprenant pas. Elle a posé une de ses mains sur son ventre. « Il va y avoir un petit Callahan, ou peut-être pas si petit. » J'ai lâché mon marteau. La nouvelle m'a frappé avec la force d'un coup de tonnerre, mais un coup de tonnerre joyeux. Je me suis approché d'elle, j'ai posé ma main sur sa sienne, sur son ventre. Je les regardais, ma femme, ma géante, la femme qui était descendue d'un train et qui avait changé mon monde de fond en comble. Elle n'avait pas seulement rempli la chaise vide à ma table, elle avait rempli la maison, le ranch et mon cœur.
Le silence est toujours là au Montana, mais ce n'est plus un silence lourd et solitaire, c'est un silence paisible, rempli de promesses. C'est le silence entre deux battements de cœur, le silence d'une maison qui attend un enfant, le silence d'un homme qui a trouvé bien plus qu'une épouse par correspondance. J'ai commandé une aide ménagère, une partenaire de travail, mais ce qui est descendu de ce train, c'était mon destin. C'était la pièce manquante de mon âme, une pièce beaucoup plus grande et plus magnifique que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et en la regardant, avec le soleil du matin qui illuminait ses cheveux blonds, je savais que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. J'étais peut-être un cow-boy solitaire, ma famille, elle, serait géante.